Bonjour et bienvenue dans cette session « La cardiologie se dévoile ». N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous trouvez ce genre de session intéressante pour qu'on puisse continuer à le faire. J'ai avec moi le docteur Catan. Docteur Simon Catan, pourriez-vous vous présenter? Écoutez, moi je suis maintenant un cardiologue presque encore à la retraite, mais encore actif au niveau du CNSH, au standard d'organisation. Donc j'ai fait mon internat à Paris. J'ai été nommé en 1978. J'ai eu la chance pendant mon internat de faire un fellowship à l'Institut cardiologique de Montréal. C'était à peu près en 1981. C'est là qu'est née ma vocation de cardiologue interventionnel, mais pas ma vocation de cardiologue. Et puis après, donc, dans ma carrière, j'ai fait, à mon retour de l'Institut cardiologique de Montréal, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 1 an d'abord avec le professeur Cabrol en chirurgie cardiaque, où j'étais le cardiologue des chirurgiens. Et puis 3 ans de clinica, où j'ai débuté, j'ai fait les premières angioplasties à l'hôpital Cochin. C'était toute une époque assez historique, où on a tous débuté la cardiologie interventionnelle. On le faisait avec des vrais stand-by chirurgicales, où le chirurgien cardiaque était toujours disponible. On a eu beaucoup à l'époque, j'ai un peu d'accidents, parce qu'on a tous débuté, on a essuyé des plâtres. Et je dis toujours pour anecdote que si on avait randomisé l'angioplastie coronaire à l'époque, à ses débuts, on ne ferait pas de l'angioplastie coronaire. Comme quoi, dans toute technique, il faut laisser et randomiser une fois qu'il y a eu des courbes d'apprentissage, des learning curves, comme on dit en anglicisme, et que toute technique nécessite de toute façon au début toujours une courbe d'apprentissage pour l'évaluer et pour en voir le bénéfice. Alors comment est née votre vocation de cardiologue? Ma vocation de cardiologue, écoutez, moi j'étais externe à l'hôpital Lariboisière. J'étais un jeune externe et à l'époque les externes prenaient des cardiologies. À l'époque la cardiologie, on mettait les patients en USI pour suspicion on faisait rien, on faisait la cardiologie contemplative. On les mettait dans un lit, quand il y avait un infarctus, on mettait de l'héparine, et puis on attendait qu'il y ait une complication rythmologique, notamment pour faire un choc électrique. Voilà. Donc un jour, j'étais de garde, et puis bip bip, tout ça, l'AFV, là c'est comme dans le film Urgence, venez dégager, on fait FV, et puis voilà, donc l'externe me disait, allez l'externe, tu choques. Enfin, donc j'ai choqué un patient, et puis là on a vu le rythme cardiaque recommencer, et puis ça va monsieur, tout va bien? Et donc j'ai trouvé ça super, voilà, donc j'ai trouvé ça génial, on a l'impression d'utilité et de rapidité dans le geste, et c'est là qu'est née ma vocation de cardiologue pendant une garde d'USI à l'hôpital Lariboisière, dans le service à l'époque du professeur Bouffrin, et c'était le professeur Slama qui tenait le service. Alors vous avez été parmi les premiers à faire de la cardiologie interventionnelle. Justement, qui vous a conseillé de faire de la cardiologie interventionnelle, veut dire d'aller justement à Montréal? Alors à l'époque à Montréal, on en était Bon, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière un ami qui était mon chef de clinique à Brousset, qui lui était parti à l'Institut cardiologique de Montréal. À l'époque, c'était de la coronarographie dans ces années-là. Et à l'époque, tout le monde voulait faire de l'écho. Il n'y avait personne qui voulait faire de la coro. Moi, j'étais parti pour faire de la coro. On ne faisait pas les côtes et l'angioplastie. J'ai vu les premières angioplasties à l'Institut cardiologique de Montréal. Ils en faisaient 2 par semaine. Voilà, elles étaient concentrées le lundi. C'était les indications qu'on appelle Groding 78, la sténose courte concentrique de l'hiver proximal, de la coronaire droite proximale. C'était voilà, donc les indications chez le patient en angor stable, résistant au traitement médical. Donc, voilà, donc les indications, c'était que de l'angor stable et des indications non calcifiées, sans bifurcation. Voilà, c'était des indications Groding, on disait Groding 78. Voilà, donc ça c'était. Voilà, et donc à mon retour, j'ai eu envie de faire de la cardiologie interventionnelle. Alors pour l'anecdote aussi, c'est quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je dis je veux faire de la cardiologie interventionnelle. Et puis il y a un jeune chef de clinique qui est devenu à l'époque PUPH qui m'a dit écoute Simon, laisse tomber ce truc-là, ça va jamais marcher, je parierai pas ma carrière dessus. Voilà. Et comme moi j'avais souvent l'esprit de contradiction quand j'étais jeune, donc je dis non, tu verras, ça va. Voilà. Et c'est tout, c'était une bataille, parce qu'au début c'était une technique un peu expérimentale. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y croyaient. On était 4 ou 5 à l'époque à Paris à en faire. Alex Vagnan a été un des premiers, Didier Blanchard à l'époque de Guermont-Pré. Voilà.
Moi, je l'ai fait, puis Christiane Masquet à la Riboisière. Effectivement, on se comptait sur la région parisienne, sur les doigts de la main, à faire de la cardiologie Est-ce que vous interventionnelle. avez considéré que vous aviez eu un mentor en cardiologie? Quelqu'un qui vous a inspiré? Un mentor, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu beaucoup. Des mentors, j'ai eu à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bon, c'était pas un cardiologue interventionnel, c'était Pierre Théroux, qui était quelqu'un d'assez fabuleux, qui tenait les unités de soins intensifs et qui est d'une connaissance livresque et qui avait un sens clinique assez extraordinaire. Il faisait le diagnostic souvent d'insuffisance tricuspidienne à la lecture, au regard du pouls veineux jugulaire. Et puis, quand il y avait un patient à insuffisance cardiaque, il nous posait la question, des grandes insuffisances cardiaques décompensées, savoir sur quel côté vous dormez la nuit. Et il posait sur le côté droit, sur le côté gauche, et puis nous posait pourquoi le malade il dort mieux sur le côté droit que sur le côté gauche. Et voilà, c'était la cardiologie bedside, et puis nous on s'interrogeait, puis c'était sur le côté droit parce que quand il dort sur le côté droit, il comprime sa veine cave inférieure et il diminue le retour veineux. Donc c'est quelqu'un qui avait un sens du bedside cardiologie, la cardiologie du malade qui était assez phénoménal, tout en ayant une connaissance encyclopédique. Voilà, puis dans mes mentors, des gens qui m'ont beaucoup travaillé, c'était le professeur Cabrol, à la Pitié, qui était un puits d'humanité, un forçat du travail, qui a su aussi beaucoup cru à la transplantation cardiaque, alors qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'avaient abandonné. Et il y a cru. Puis après, effectivement, j'ai connu les premiers cas de la cyclosporine, qui a vraiment transformé la transplantation cardiaque. C'est un peu des personnalités hors du commun, comme ça, qui m'ont cheminé en tout cas sur mon chemin de cardiologue. Alors vous êtes hospitalier, comment vous voyez finalement cet exercice à l'hôpital évoluer dans les années à venir? Il y a côté pessimiste, alors le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est que la loi HPST, la démographie médicale rend l'exercice de plus en plus difficile. On passe à une crise de l'hôpital public, c'est clair, important que donc ça c'est le verre à moitié plein, on passe des journées difficiles. Le verre à moitié vide, c'est que je pense qu'il y a toujours des jeunes qui veulent faire de la cardiologie intéressante, avec un plateau technique, le travail en équipe, et qui ont toujours la motivation de faire de la cardiologie de bon niveau. Voilà, entouré avec du plateau technique, sans qu'on ait des contraintes financières, de remboursement des dettes, de clientèle, de patientèle. Et je pense que l'hôpital public, en tout cas, offre cette opportunité, notamment dans les centres hospitaliers généraux, où le côté, on a moins le poids de la hiérarchie, c'est vraiment le travail en équipe dans une bonne ambiance, qui est avec un côté moins hiérarchique qu'on peut l'avoir dans certains centres hospitalo-universitaires. Alors justement, vous avez parlé des jeunes, vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune de faire de la cardiologie? Écoutez, moi, sur les 3 enfants que j'ai eus, il y a une fille qui a fait de la cardiologie. Voilà. J'osais pas le dire. Voilà, donc elle a suivi mon conseil, mais le problème, c'est effectivement, maman s'est posé la question d'être PH. Et puis un jour, elle est rentrée très tard le soir. Elle a dit, je lâche l'éponge, je m'installe comme cardiologue libéral. Voilà, mais elle a des avantages et des inconvénients, mais par contre, l'attrait du travail en équipe et du travail hospitalier lui manque un petit peu, mais elle a effectivement, il faudra peut-être qu'un jour, qu'on sorte un petit peu de la souplesse. Qu'on ait de la souplesse dans les temps de travail. Il faut qu'un jour on fait tous le même métier, qu'on puisse continuer à faire tous le même métier. Alors justement, là, on est entre nous. S'il y avait une belle anecdote à nous raconter, ce serait laquelle? La belle anecdote, c'est le jeune chef de clinique qui m'a dit laisse tomber l'angioplastie coronaire, moi je ne parierais pas ma carrière dessus, c'est un truc qui ne va jamais marcher. Voilà, donc ça m'abuse un petit peu. C'est une belle anecdote, je la raconte. Je la raconte à mes jeunes. Donc voilà, quand vous croyez à quelque chose, il faut vous battre. J'étais aussi un des premiers centres à l'époque où j'étais à Valère-le-Fèvre, au Rassis, à faire la FFR. Alors je raconte aussi cette anecdote-là, c'est qu'à l'époque, il y avait un papier qui était paru dans le New England Journal of Medicine, et sur la FFR, les premiers patients de Pascal Debrine.
Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, et puis il n'y avait pas les communications comme avant, mais sur le papier, il y avait marqué Radi Medical System, Stolcom. Enfin, c'était la firme qui commercialisait. Voilà. Et donc, je n'avais pas l'adresse, je n'avais pas le numéro de téléphone. Et donc, je me suis renseigné à l'époque, on faisait le 15 ou le 11, on faisait les renseignements. Il y avait un numéro de téléphone pour les renseignements internationaux. Et j'ai téléphoné aux renseignements internationaux en disant je voudrais Radi Medical System à Stockholm, est-ce que vous avez le numéro de fax? Donc ils m'ont donné le numéro de fax et j'ai envoyé un fax à Radi Medical System. J'ai dit j'ai lu le papier, je suis très intéressé par les guides pression. Est-ce que vous pouvez me dire si ce système est disponible en France? Parce que j'aimerais bien l'avoir. Et j'ai pas eu de réponse immédiatement. Puis 6 mois après, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte, qui m'ont dit bonjour. C'était à l'époque Francis Cangelosi, qui était à l'époque chez Barnes, voilà, chez USI Barnes. Il me dit tiens, monsieur Catan, là j'ai votre fax. C'est ma boîte qui a pris la licence des guides pression en France. Voilà, et donc on a fait les premiers guides pression. Et c'était aussi à l'époque assez rudimentaire, c'était pas automatique. Il y avait les infirmières qui derrière calculaient les guides pression avec la règle à calcul sur la baie de Catet. Et c'était assez rudimentaire parce que les guides n'étaient pas de mauvaise qualité. Voilà. Et au début aussi, on a été un peu, on n'y a pas trop cru. Et il y a beaucoup de gens qui commençaient à nous rigoler dessus en disant bah, oh, allez, just un T, il faut la dilater cette snooze-là. Voilà. Mais voilà, c'est aussi une deuxième anecdote qui m'a. En dernière question, on est au CNCH. Et donc, comment vous voyez l'évolution du CNCH? De façon très positive, le CNCH a plein d'avenir. Moi, je trouve que c'est la vie réelle. Voilà, on fait la cardiologie de la vie réelle tout à l'hôpital public sans avoir les contraintes financières. On a la possibilité de faire de l'activité libérale pour avoir un complément de rémunération. Et c'est vraiment le travail en équipe avec des plateaux techniques, à faire une cardiologie de bon niveau, intellectuellement très satisfaisante. Je pense que si on passe ce cap des problématiques de la démographie médicale et qui va permettre d'assouplir peut-être la pénibilité de la permanence des soins, je pense qu'il y a un grand avenir. Voilà, donc la cardiologie hospitalo-universitaire, tout le monde, de toute façon, tout le monde ne pourra pas rester. Il y a la vocation de faire, la mission des CHU, c'est de faire de la formation, mais ils ne peuvent pas tous rester en SU. Et d'après, il y a deux optiques, soit l'activité en clinique privée, soit l'activité dans des gros CHG ou des bassins de population. Voilà, donc il y a ces deux choix. Voilà, c'est intellectuellement très satisfaisant de travailler en équipe sans avoir des contraintes financières et de faire de la cardiologie de bon niveau, parce qu'il y a effectivement des plateaux techniques qui s'étoffent de plus en plus, et pour répondre à des bassins de population qui sont souvent à distance des CHU. Docteur Catan, c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir eu avec moi. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.